Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre. Alors que nous parlions lors du podcast précédent, le numéro 85, de la liberté financière des femmes et de nos rémunérations, avec Insaf El Hassini du podcast Ma Juste Valeur, nous abordons encore une fois aujourd'hui un sujet engagé. Je reçois Bonnie et Marine de l'association Musée. Musée est une association créée au printemps 2021 par 7 jeunes professionnels issus des musées et de la culture. Son objectif est de sensibiliser aux problématiques féministes au sein de ces lieux et de valoriser les réflexions et les initiatives existantes. L'asso aborde les questions de représentation dans les espaces d'exposition, d'acquisition de collections, de communication, mais aussi de conditions de travail. Bonnie est chargée d'inventaire et de récollement des collections. Elle a reçu une formation en histoire de l'art et muséologie et se porte dorénavant vers les musées d'ethnographie qui se concentrent sur l'histoire d'un territoire. Marine est médiatrice culturelle. Diplômée d'un master recherche en histoire contemporaine, elle rédige des articles et élabore des documents pédagogiques sur le patrimoine. Ses engagements associatifs l'ont amenée à penser la place des femmes dans la société et à s'intéresser à l'entrecroisement des discriminations. L'association a publié en 2022 un guide pour un musée féministe. La 2e édition a été imprimée début 2023 grâce à des campagnes de financement participatif. Nous revenons ensemble sur ce riche ouvrage au sommaire et aux témoignages éclectiques dans le but d'amorcer la discussion sur ce sujet du féminisme, mais aussi la question du genre dans les musées et les expositions. Car le sommaire de ce guide est très vaste. Il est question d'éducation sexuelle dans les structures, d'exposer des femmes artistes dans les musées de France, de la représentation du genre dans les catalogues d'expos, de réaliser des expositions féministes, ça veut dire quoi ? De sensibiliser aux inégalités ou d'expérimenter l'égalité femmes-hommes au musée, jusqu'aux discriminations sexistes sur le lieu de travail, qu'on soit salarié ou entrepreneuse en mode #balance ton musée ou MeToo musée. Rejoignez notre conversation et terminons ce mini-cycle femmes du podcast J'ai l'œil du tigre. Débattez, défendez, avancez. Bonjour Marine et Bonnie, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de votre passionnant guide pour un musée féministe de votre association Musée qui est déjà à sa 2e impression. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, ça va très bien. Bonjour, ça va très bien également. Alors, vous l'avez compris, nous allons parler de musée inclusif aujourd'hui et de féminisme, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et ça fait longtemps que j'avais envie de l'aborder sur le podcast et avec vous, Marie et Bonnie, ça a bien plus de sens et d'impact. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît, chacune à son tour, vous présenter aux auditeurs et aux auditrices avec vos propres mots. Je vous pose la même question qu'à tous les invités du podcast. Quelle est votre mission dans la vie, ce qui vous anime en particulier à travers votre association ? Allez, c'est parti, c'est Bonnie qui s'y colle. Alors, la mission dans la vie, ce qui t'anime, Bonnie ? Alors, du coup, ma mission dans la vie, ce qui m'anime, professionnellement parlant en tout cas, donc moi je suis chargée d'inventaire des collections dans les musées et plus des musées d'ethnographie. Mhm. Et donc moi ce qui va m'animer, ça va être de contribuer à la valorisation des collections dans des musées de Bretagne parce que c'est vrai que c'est un territoire qui me tient énormément à cœur. Enfin,
c'est ma région et j'aime ce territoire et les musées et la culture et du coup valoriser les collections des musées de Bretagne. Ça va permettre d'en apprendre plus en fait sur ce territoire et de faire connaître des métiers passés, etc. Moi, je vais travailler autour de collections comme des outils, des anciens outils, des vêtements, de la vaisselle, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça dans des musées plutôt que toujours des œuvres d'art, en fait. Donc moi, c'est vraiment ces collections-là qui m'attirent. Et du coup, ma mission, c'est de contribuer à les valoriser, à faire connaître ça et surtout maintenant de garder le prisme du féminisme avec moi et de continuer la lutte que j'ai engagée avec ce livre au sein de mon métier. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas maintenant, un prisme que j'ai toujours constamment avec moi en tête et que j'ai vraiment envie de garder et d'utiliser au sein de mon parcours professionnel. Ok, très bien. Et Marine, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ta mission et ce qui t'anime en particulier en lien avec cet assaut et le féminisme? Alors moi je suis Marine Fournier, je suis médiatrice. En fait, je dirais que ce qui m'anime dans la vie, ma mission, ce serait d'aider les personnes à se sentir plus en possession du monde, à mieux le comprendre, à se sentir plus actrice, acteur. Forcément, étant médiatrice, je suis vraiment intéressée par la petite étincelle qui s'allume dans les yeux des gens. Pour moi, c'est un moyen de combattre la morosité et mon parcours, il m'a amenée à être, à être engagée en fait sur des questions liées aux discriminations. Mhm. Et en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui est difficile à oublier. Quand je fais des animations avec des publics ou quand j'écris des choses à caractère pédagogique, c'est vrai que le travail que j'ai fait auparavant sur les discriminations se porte un petit peu sur mon travail sur le patrimoine et sur la culture en général. Et, Oui, bah oui, bien sûr, c'est difficile de faire le distinguo entre le vécu, ce qu'on veut proposer, les messages qu'on veut faire passer, hein, tout ça, ça reste quand même fort lié toujours à notre histoire personnelle, hein. Moi, de mon côté, c'est pareil, hein, quand je fais des expositions, voilà, c'est en lien avec des choses qui me touchent et ce que je veux faire passer aussi aux visiteurs cibles. Ok, alors, première question que je voulais vous poser à toutes les deux dans ce podcast invité. Pourquoi avoir choisi de publier un livre sur ce thème? C'est quoi un peu l'aventure de ce guide du musée féministe? Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce titre? je pense que tout a commencé déjà quand on travaillait ensemble au musée de Bretagne, on était toutes copines en fait. Mhm. Et du coup, ce qui faisait qu'on se retrouvait le soir et on buvait des coups, on se profitait un petit peu de la vie et ça nous permettait aussi de discuter un petit peu de notre travail et de nos interrogations qu'on peut avoir au quotidien. Et je pense qu'on s'est un peu soudés à ce moment-là. Et puis, peut-être quelques temps après, on a reçu, on s'était tous un peu éparpillés. Et puis finalement, il y a Héloïse Joly qui est revenue vers nous pour nous envoyer un petit document pour nous expliquer que voilà, elle avait essayé de trouver une ressource sur les initiatives féministes dans les musées et qu'elle ne trouvait pas. Il y avait des choses qui avaient été faites, mais vraiment à destination des professionnels, pratiquement, c'était difficile à trouver. Et donc, voilà, on a été convaincus, on s'est dit qu'il y a effectivement des choses à faire. Et donc, voilà, on s'est retrouvés tout ensemble et on a créé l'association. On était 8 tout au début. Ok, très bien. Bonnie, quelque chose à rajouter sur cette aventure et ce choix de titre peut-être? Alors du coup, cette aventure, oui, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai qu'on s'est tout de suite senti... on a tout de suite trouvé un intérêt énorme à ce projet-là et on s'est senti toutes investies. Et on a vraiment eu la volonté de le faire en fait. On s'est dit, oui, ça correspond chacune à nos principes, à ce qu'on veut faire. Donc on s'est lancé là-dedans. Et pourquoi alors guide pour un musée féministe? Parce que en fait assez vite on s'est dit que nous on serait pas
on n'était pas les professionnels ou des spécialistes du sujet. Mhm. Donc on s'est dit assez vite qu'on allait laisser la parole aux personnes spécialistes. Donc ça va être des professionnels de musée, des chercheuses, des étudiantes qui ont travaillé sur ce sujet. Et très vite, ça nous est paru évident de leur laisser la parole et de rechercher du coup toutes les actions féministes qui avaient été faites dans des musées et du coup de recenser, regrouper tout ça dans un livre et donc ensuite de pouvoir l'idée c'est aussi de pouvoir le diffuser dans les musées pour que ça leur donne des idées, des pistes de ce qui a été fait, ce qui est envisageable pour un musée toujours plus inclusif, plus féministe. Et on a trouvé que ça pourrait ressembler à un guide, peut-être aussi pour que ce soit un peu moins formel, Mhm. cette idée du guide dans lequel les musées ou des professionnels ou n'importe qui pourrait y trouver des ressources en fait ben, voilà, pour chercher des actions féministes qu'ils pourraient faire. Voilà. Ok, très bien. Et c'est vrai que je vous disais un peu en off avant l'enregistrement que cette question du rôle social, citoyen du musée et ces questions de féminisme et d'inclusion, c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup sur la table, en fait, que moi j'ai remarqué depuis quelques mois, ces sujets arrivent beaucoup plus autour des tables, notamment dans les comités scientifiques, quand on doit choisir par exemple des personnages à valoriser, historiques. Ben, voilà, il y a une espèce de parité qui est recherchée. Quand on veut aussi rendre à l'aise le visiteur et les différents usagers, il y a des questions qui se posent aussi à ce sujet. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de pas en avant, je trouve, qui se fait dans les maîtrises d'ouvrage, qui créent des expositions et qui rénovent des lieux, notamment avec ce spectre de le musée citoyen et qui doit être accessible à tous et aussi où tout le monde doit pouvoir se retrouver justement et se sentir concerné et s'identifier à ce qu'on lui propose. Donc une belle avancée en tous les cas, moi je trouve, d'un point de vue muséo et scéno, je trouve que les choses bougent. C'est positif. Alors du coup, deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est quelle est selon vous la contribution la plus marquante, celle qui vous a le plus ému, chamboulé, révolté au sein de ce livre? Parce qu'on l'a compris, qu'on est plutôt sur une compilation de témoignages et de contributions. Alors, qui veut commencer? Celle qui vous a le plus ému? En fait, c'est une question difficile pour moi parce que, en fait, quand on a fait ce travail sur le livre, on avait choisi quelque chose qui était que chaque contribution apporte quelque chose. Et donc en vrai, pour moi, je trouve que c'est pas très juste de choisir celle qui m'aurait le plus ému, le plus. Enfin, évidemment, je trouve ça aussi intéressant, mais c'est juste que ce qu'on a cherché à faire avec ce livre, c'est que tous les aspects soient couverts. Et c'est pour ça quand on a cherché, quand on a fait l'appel à contribution, en fait, on a dû faire des choix parfois un peu compliqués, difficiles, pour savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dans le livre, qu'est-ce qu'on allait choisir. Et en fait, elles ont toutes quelque chose d'intéressant. Certains ont une approche un peu plus personnelle, d'autres quelque chose de plus scientifique. Certaines sont très intéressantes. Par exemple, je vais penser à celle du mémorial de Caen, par exemple, qui est intéressante dans le fait qu'elle permet d'aborder une situation difficile où des gens ne sont pas d'accord dès le début, où ça peut être très crispant, mais ils finissent par travailler ensemble. Il et elle finissent par travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est porteur d'espoir. Il y a d'autres contributions, comme celle de la maison Poincaré, par exemple, où ce sont des femmes en fait qui décident de dire non, ça va pas se passer comme ça, nous avons besoin de parité, nous avons besoin d'agir dessus, voilà, ça a été compliqué et elles ont réussi à vaincre, entre guillemets, un peu comme des guerrières, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti en les écoutant, en parlant avec elles, en lisant leurs contributions. En fait, c'est un combat en fait de tous les jours, de quotidien, et en fait, dans toutes les contributions, on trouve quelque chose de cet ordre-là, je trouve, qui est de se battre au quotidien, de faire des petites avancées qui sont parfois peut-être symboliques, mais qui au final vont être vraiment décisives. Il y a
Voilà, il y a des choses aussi qui sont sur, par exemple, des méthodes qui sont mises en place, qui sont vraiment très importantes, je trouve, surtout quand on porte le nom de guide. Du coup, et pour notre ouvrage, c'était très important. Par exemple, les musées de Rouen qui ont mis en place une charte. Je pense que tout le processus de réflexion autour de ça est essentiel. Je pense qu'on a toutes et tous besoin d'écouter comment on fait, comment concrètement on fait pour mettre en place des initiatives. Et en fait, cette contribution-là, notamment, nous aide beaucoup à comprendre comment, plutôt que peut-être se hérisser les uns contre les autres, comment on travaille dans le long terme ensemble, comment on remporte l'adhésion en fait, des équipes, qui est quelque chose qui est, je pense, important. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'expliquer qu'on a vraiment cherché à... Oui, en fait, je comprends tout à fait que c'est difficile à choisir, mais là, l'intérêt de la question, c'était un peu de faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices le sommaire, en fait, qui est très riche du guide, parce que là, c'est vrai que je l'ai sous les yeux, donc on parle de exposer les femmes artistes dans les musées français, ensuite on parle de représenter le genre, qui est encore autre chose, dans les catalogues d'expo, on parle de co-construire un musée égalitaire, on parle de discrimination en archéologie, d'exposer les femmes ouvrières, d'entrepreneuriat féminin. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un guide qui est extrêmement riche dans les sujets qu'il aborde, et c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait quelque chose qui vous avait le plus ému, chamboulé et révolté, pour justement qu'on décrive un peu aux auditeurs et auditrices l'un des sujets clés qui vous aurait particulièrement interpellé, même si en effet on ne peut pas choisir dans toutes les contributions parce qu'elles sont toutes extrêmement intéressantes et même ils chamboulent presque toutes, je trouve, moi qui ai lu le guide en tout cas. Bonnie. Du coup, donc je rejoins Marine bien évidemment aussi là-dessus, que c'est pas une question de choisir un article ou quoi, mais moi c'est vrai que c'est souvent celui que je cite quand on me pose cette question. C'est celui de Isabelle Attard, donc prendre sa place sans attendre qu'on nous la donne. Et Oui. en fait, qui va parler dans cet article, Isabelle Attard, elle nous donne énormément de chiffres, en fait, sur des inégalités hommes-femmes. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, moi-même, j'ai été très étonnée, en fait, de ces chiffres-là. Et j'étais très loin de me douter, par exemple, qu'il y avait encore des inégalités salariales à ce point-là, en fait. Donc c'est vrai que, Oui. moi, cet article-là m'a appris des choses, alors que je pensais les connaître, et m'a ouvert les yeux aussi sur ces inégalités qui existent. Surtout, elle parle parce que Isabelle Attard, elle est directrice du musée de l'école de Botoa, et en fait, elle va parler de cette grosse inégalité qu'il y a, surtout dans les postes à haute responsabilité. Tout à fait. Et donc, elle parle de cette idée aussi du plafond de verre. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment, vraiment intéressée et ouvert les yeux. Et là, pour le coup, encore plus révoltée qu'avant, de me rendre compte que, en fait, on a beau dire que les inégalités salariales, non, ça n'existe plus, c'est très, très loin d'être vrai. Et, et voilà. Donc, je conseille de lire cet article, il est vraiment très intéressant. Enfin, je conseille de lire tous les articles. Oui, pour voir justement ceux qui chamboulent, ceux qui vont vous émouvoir, ceux qui vont vous révolter plus ou moins, parce que c'est vrai qu'en effet, par rapport à notre histoire personnelle et aussi ce qu'on met derrière ce mot féminisme et musée égalitaire, en effet, il y a des articles qui vont plus ou moins nous interpeller. Et c'était l'objectif de cette question. Moi, par exemple, j'ai été assez interpellée par le même article, en fait, puisque cette question de plafond de verre, de devoir prendre sa place en tant que femme quand on est dans des comités de pilotage, etc., où les décideurs sont quand même en grande partie masculins, notamment aussi dans les comités scientifiques, c'est pas forcément évident. Moi, par exemple, je fais les deux métiers, muséographe et scénographe. La scénographie, c'est plus un milieu d'hommes. Alors que la muséographie, notamment la médiation, c'est plus un milieu de femmes.
Et c'est vrai qu'on a des comportements et des situations qui vont changer par rapport à ça. Et moi, je n'ai pas d'effet de subordination, en fait, puisque moi, je suis prestataire de service, donc je viens aider les personnes. Voilà, il y a personne qui... Moi, je travaille pour les personnes et avec les personnes, mais il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Donc, du coup, les cartes sont redistribuées. En revanche, quand j'étais salariée et que je faisais le même métier quasiment d'aujourd'hui, tous les décideurs étaient des hommes. Et être cadre dans cette entreprise, et j'étais chef de service, mais même en termes de décision, en tant que femme, c'était compliqué. Et même, je vais vous le dire en toute transparence, question salaire, ça changeait énormément de choses. Et ça, on en parle aussi dans le bouquin. Et moi, j'ai été aussi interpellée par, bien sûr, le témoignage de mes collègues du collectif WOO sur l'entrepreneuriat féminin culturel, parce que c'est pas toujours évident pour ces questions-là aussi en tant que femme de s'imposer en fait dans l'entrepreneuriat, de défendre des décisions, d'imposer un congé maternité, voilà des choses totalement concrètes, mais qui sont des vrais freins à l'activité parfois. Voilà. La troisième question que j'avais envie de vous poser, donc comme à la fin de chacune de ces contributions du guide, vous listez en fait des astuces pour un musée plus féministe, plus égalitaire. Alors, est-ce que vous avez des astuces principales que vous souhaiteriez faire passer sur le podcast? Et comment pouvez-vous sensibiliser les professionnels qui nous écoutent des musées en ce sens, donc pour un musée plus féministe et égalitaire? Si on avait un peu le best-of des astuces, est-ce qu'on peut faire une petite sélection ou pas? Je pense qu'il y a des choses très pratiques qu'on peut déjà essayer d'appliquer au quotidien. En vrai, je pense que déjà, une des plus grosses choses à faire, c'est repenser les discours, je pense. Que ce soit au terme, que ce soit au terme des expositions, mais également au terme entre les personnes, en fait, au sein des organisations du travail, pendant les réunions. Je pense que la communication, c'est essentiel. Et comment améliorer son éducation, sa communication, c'est tout simplement en s'informant. C'est en allant écouter les personnes qui savent de quoi elles parlent, et c'est en invitant des personnes experts, des chercheuses qui travaillent sur ces questions depuis longtemps, des personnes qui travaillent comme par exemple Astrid Leray, qui a un cabinet spécialisé dans ces questions-là, de comment elle a fait notamment des diagnostics sur le mémorial de Caen notamment, et en fait ce travail-là de repenser les cartels, repenser le vocabulaire utilisé à côté des personnes féminines ou des personnalités de genre, etc. Je pense que c'est vraiment essentiel. Donc voilà, je pourrais lister d'autres choses. Par exemple, je pense que c'est très important de repenser, la Bonnie, tu le connaîtras peut-être mieux que moi, mais repenser en amont les acquisitions. Je pense que c'est une affaire de choix encore. Je pense que ce qu'on décide quand on va collecter des objets ou des œuvres, ce qu'on décide quand on va... lors des réunions, quand on va penser les expositions en amont, c'est un processus qui est très très long, mais en fait c'est fait de petits choix au quotidien. Qu'est-ce qu'on met en avant? Quels sont les exemples qu'on met en avant? Quand on crée un discours, comment on l'illustre? Je pense vraiment que les choix sont à faire, et c'est... Oui, jusqu'aux iconographies, oui, c'est extrêmement important, et tout ça c'est dans la finesse, et chaque chose qu'on va choisir, une image, un média, un personnage féminin ou masculin, ses caractéristiques, en fait, ça va être le reflet de messages qu'on veut faire passer, et surtout d'un positionnement rapport à un sujet, et par rapport à un fait de société, par rapport à un événement. C'est extrêmement important, c'est un discours, en fait, et un discours, ce sont des choix avec des choses qu'on dit et des choses qu'on dit pas, donc c'est extrêmement important, en effet, cette priorisation et cette sélection. Ouais. Oui, voilà, je pense que c'est des petits pas au quotidien qui sont à faire, en fait, qui sont quand même accessibles. Oui, tout à fait accessible. Donc, communication dans les choix, dans la politique d'acquisition. Bonnie, une astuce à retenir particulièrement pour un musée plus féministe et égalitaire, selon toi?
Alors, bon, déjà, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Marine. C'est, moi, ça serait, bah oui, plus ou moins la même chose. Ça va être de, bah, tout simplement faire un tour dans son musée, regarder son parcours permanent et essayer de le re-questionner, en fait, en partant de ce point de vue-là, en fait. Euh, est-ce que, est-ce qu'il est inclusif? Est-ce qu'il est féministe? Et en fait, de pas se mettre d'œillères et de vraiment ouvrir les yeux pour pouvoir repenser, bah déjà oui, le parcours permanent du musée. Après, c'est vrai que du coup, un musée féministe, ça se passe aussi euh, bah, entre collègues, donc au sein Oui, de... la sororité, la C'est sororité. ça, exactement, au sein des équipes et de ne pas tolérer des comportements sexistes qu'on va voir entre collègues. Donc ça va être, bah, comme tu l'as dit Marine, en discuter aussi en réunion, communiquer sur quels soucis on peut avoir et ne pas taire en fait, ne pas... Bon, enfin c'est facile de le dire évidemment, mais si, enfin voilà, ça va passer aussi par ça, ne pas Mm. accepter de comportements sexistes, etc. Oui, qui peuvent passer, hein. Moi, la semaine dernière, en réunion, on m'a encore appelé maîtresse, par exemple, par rapport au ton que j'employais, parce que justement, mon rôle était d'animer et d'avoir une certaine autorité, en fait, pour Waouh. que ça parte pas dans tous les sens. C'est vrai, quand on m'appelle maîtresse, avec une espèce de connotation quasiment Mm. sexuelle, je dirais, voilà, je trouve que c'est déplacé, et je pense que moi, Mm. je me suis sentie interpellée, mais personne, par exemple, n'a réagi à ce manque que moi j'assimile à un manque de respect. Et ça m'arrive souvent qu'on m'appelle maîtresse, étrangement, dans les réunions. Je vais être trop rigide, mais je trouve ça totalement Ouais. déplacé. Oui, ouais, ouais. Non, non, c'est complètement dépassé. On est d'accord alors, bon, Oui. ça marche. Ça n'a C'est aucune pas place dans moi. une sphère professionnelle, Donc ne vraiment. m'appelez plus maîtresse en réunion, s'il vous plaît, même si je fais des gros yeux, des gros sourcils, parce que le discours doit être recadré. Ça marche, le message est passé. Très bien. Donc, comment, si vous aviez un mot à dire pour comment pouvons-nous sensibiliser les professionnels des musées en ce sens? Alors, on a parlé de communication, de repenser le discours, de ne pas avoir d'œillères et de regarder un peu le parcours du musée tel qu'il est et sa manière de faire passer les messages, la sororité, la bienveillance. Autre chose à rajouter ou on a déjà une bonne checklist? Euh, Ah, c'est déjà pas mal, évidemment. Je pense que quand Oui. même, quelque chose qui est important, c'est que les gens aussi se sentent représentés, que les gens se sentent accueillis. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Je pense qu'il faut penser ben, évidemment, il y a les idées de parité dans les représentations, mais aussi au fait au sein du travail. Qui est à la tête du musée? Combien de femmes sont à la tête des musées? Après, évidemment, c'est pas parce qu'une femme est à la tête du musée que le musée va être féministe. On sait très bien que c'est pas le cas. Non, c'est pas Mais le cas du tout. voilà, mais en tout cas, ce qui aide, c'est qu'au moins, il y a quelqu'un qui est là, qui représente un peu plus voilà, quand on est jeune femme, eh ben, on se dit c'est possible en fait. C'est quelqu'un l'est, ça peut être moi aussi. Et ça, c'est vraiment important, je pense, dans l'imaginaire des jeunes voilà, qui arrivent au musée. Je pense que c'est aussi dans la façon dont on va traiter des personnes comme les agents d'entretien, par exemple, qui sont vus comme des personnels parfois annexes au musée, mais en fait qui sont essentiels à la gestion du musée Essentiel. et qui sont très présents et qui sont souvent méprisés pour le dire ouvertement. Et je pense que en fait repenser ces positions qui sont une vie, enfin, qui font partie de la vie des musées, ça fait partie d'un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent accueilli, où on se sent ouvert, ou voilà. Je pense que la sécurité, de se sentir en sécurité en tant que femme au musée, c'est très important. Pas que en tant que femme, hein, se sentir en sécurité tout court. Tous les genres doivent se sentir en sécurité, et ça, c'est des choses qui doivent être pensées, et c'est pas anecdotique en fait. Je pense pas du tout que ce soit anecdotique. Je pense que on est dans une société qui se dit égalitaire, et du coup, quand on est des musées, on fait partie voilà, de la société publique. On doit en fait réfléchir à ces enjeux. Je pense que c'est un rôle du musée. Oui, complètement. Bonnie. Et moi, j'aurais envie de dire éduquer ou s'éduquer dans le sens où, bah, c'est vrai, on va dire rendre un musée
plus féministe, ou sensibiliser des professionnels, mais c'est vrai que du coup, pour beaucoup de personnes, si on emploie le mot féminisme, il va sonner comme un gros mot. Mhm. Donc ça va C'est pour ça que je vous posais la question du titre tout à l'heure. bah, c'est ça. Donc ça va peut-être déjà passer par bon, c'est pénible que les femmes aient encore toujours ce rôle d'éducation, mais du coup d'en parler et de montrer, de faire comprendre qu'en fait c'est simplement quelque chose de, bah, une volonté de plus d'inclusivité. Mm. Euh, et du coup, ben, donner notre guide pour aider à éduquer. Oui, qui devrait être dans toutes les petites bibliothèques. Alors, j'avais envie d'achever ce podcast par des témoignages et des morceaux choisis en mode balance ton musée, MeToo musée, pour reprendre un peu les hashtags du guide. Vous avez fait des appels à témoignages pour le guide, dont certains ont été publiés, d'autres non. Vous me disiez que la majorité avait été publiée dans le guide en tout cas. Est-ce qu'il y a, Marine et Bonnie, certains témoignages qui vous ont marqué, encore une fois, et que vous souhaiteriez valoriser ici pour faire passer un message et surtout à contribuer à libérer, encore une fois, la parole? Parce que le but de cet épisode, c'est aussi de libérer la parole, que les témoignages continuent pour que les choses continuent de bouger. Mm. Alors je ne saurais pas redire les lieux précisément à chaque fois, mais il y en a un qui, je pense, qui rejoint l'idée d'éducation beaucoup, qu'il y a à faire, enfin en tout cas d'information. C'est celui de la jeune femme qui se retrouve à la tête, à la sortie du musée, qui gère les allées et venues. Qui est médiatrice, il me semble, je ne suis pas très certaine. Mais en tout cas, elle est en contact avec deux personnages qui sont extrêmement désagréables. Et en fait, elle a une solution qui s'offre à elle, c'est se tourner vers les agents de sécurité qui sont censés être là pour l'aider, pour être un support. Et en fait, personne n'est là. Clairement, elle montre en fait qu'elle est en situation de difficulté. Elle est visible. Et il n'y a pas de réponse. Et ça, pour moi, c'est très grave. Et ça, pour moi, c'est pas une nouveauté. Pour ma part, j'ai déjà été un peu victime de situations comme ça aussi, que ce soit en tant que visiteuse ou en tant que professionnelle. Et je trouve qu'il y a un travail à faire dans la gestion des personnels de sécurité. Je pense que c'est fait, en fait, déjà, mais ça devrait être approfondi. Je pense qu'il faudrait je sais pas, que peut-être on fasse lire les témoignages au personnel de sécurité, je sais pas, mais en tout cas qu'ils soient vraiment mis au fait qu'il y a des choses comme ça qui arrivent et que ça peut pas arriver en fait, que c'est pas normal et que voilà, c'est les situations de harcèlement sont des situations graves en fait et qui doivent être secourues, je pense. Bonnie, est-ce qu'il y a un témoignage que tu souhaiterais particulièrement partager là justement sur le podcast, qui t'a marqué, interpellé, révolté? Alors, il y en a plein. C'est trop dur de choisir. C'est vrai que ouais, toute cette étape-là dans la conception du livre, quand on recevait les témoignages, ils étaient tous plus fous, aberrants les uns que les autres, révoltants. Mais en même temps avec lesquels on peut facilement s'identifier, je trouve, parce que quel que soit le statut qu'on a connu, salarié, avec des métiers plus ou moins sécurisés, quels que soient les rôles, moi j'ai eu une carrière assez différente et je me suis retrouvée dans énormément de témoignages, quelque chose qui m'a fait penser quand j'étais stagiaire et étudiante, des choses qui m'ont fait penser quand j'étais salariée, dans une boîte publique, dans une boîte privée, dans le public. Mais maintenant, quand je suis entrepreneuse, moi, je trouve qu'on se sent très concerné par énormément de témoignages. D'où la difficulté de choisir, en effet, Bonnie et Marine, je comprends tout à fait. Il y a quand même... Alors, donc, il y en a un où c'est une employée de musée qui raconte qu'après le vernissage d'une exposition, elle rangeait, en fait, les verres, etc. Le directeur arrive et lui demande où sont rangés les verres. Donc elle lui explique que tout est déjà fait. Et du coup, il la regarde et il lui dit « Bon, c'est bon, tu peux rentrer chez toi voir tes enfants. » Et en fait, il y avait une soirée qui était prévue après le vernissage entre collègues pour fêter ça. Et du coup, il lui a fait comprendre qu'elle n'était pas conviée avec les autres collègues masculins et qu'elle pouvait rentrer voir ses enfants. Magnifique. Par exemple. Quelle
Quelle charmante attention de ce monsieur. Et puis, il y a d'autres témoignages qu'il faut remarquer que les collègues masculins et directeurs appellent toutes les femmes cocottes, machines, miss, des choses comme ça, et qu'on n'a jamais un terme équivalent pour désigner les hommes, par exemple. C'est vrai, totalement. Et donc voilà. Ouais, je pense que c'est quelque chose de compliqué quand les personnes qui sont en fait sexistes sont les personnes qui doivent nous donner des ordres ou qui sont les personnes avec qui on doit travailler tous les jours. Je pense que voilà, c'est une des situations les plus complexes parce qu'il y a la hiérarchie du monde du travail qui s'impose à nous et c'est encore plus difficile parfois d'agir dans ces circonstances. Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est pas des situations qui sont exclusives au secteur culturel, à plein d'autres secteurs, mais c'est vrai que le secteur culturel, on a quand même il est énormément féminisé. Pour certaines professions, même c'est quasiment exclusivement féminin. Je pense par exemple aux médiatrices qui sont extrêmement nombreuses par rapport aux médiateurs. Mais en effet, il y a aussi beaucoup de décideurs qui sont souvent masculins. C'est le cas dans le public, mais c'est aussi énormément le cas dans des agences en fait privées de muséos, de cénos, où les décideurs sont quand même souvent assez masculins. C'est vrai qu'on oublie ce pan-là parce que c'est peut-être moins le vôtre, mais moi, pour avoir travaillé sous différents statuts et différents secteurs, c'est vrai que différents formats plutôt, c'est vrai que voilà, c'est pas forcément isolé dans le secteur culturel, mais quand on a de l'emploi quand même fortement féminisé et puis une disparité comme ça, faiseurs et décideurs, avec le genre qui est différent, c'est sûr, des situations comme ça peuvent arriver assez fréquemment. Et est-ce que je peux citer un autre témoignage ? Oui, bien sûr, vas-y Bonnie. Là, c'est un témoignage qui m'a pas mal marqué aussi, d'une employée, du coup, qui arrive toute jeune dans un centre, un office de tourisme, pardon. Et en fait, elle se fait harceler par le responsable de l'office du tourisme avec des séries de propos avec des connotations sexuelles en fait, et ça constamment. Et ce que j'aime bien en fait dans ce témoignage, c'est que elle finit par, elle réussit à lui répondre en fait, et du coup s'ensuit le fait que le responsable ne lui adresse plus un mot jusqu'à la fin de son contrat. Et donc, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle a réussi à trouver le courage de lui dire ce qu'elle pensait, qu'elle n'était pas d'accord avec cette situation. Et malgré qu'on lui ait dit non, non, mais c'est pas grave, t'en fais pas, il est juste un peu taquin, etc. Alors que c'était pas tolérable. Et du coup, voilà, je me dis que dans ces témoignages, il y a aussi un peu de positivité, on va dire, dans le sens où certaines personnes s'en sortent et ça montre aussi qu'on peut s'en sortir de ce genre de situation. Et ça peut donner aussi des idées, la force ou du courage à certaines personnes d'en faire de même. Donc, voilà. Bien sûr, et de défendre après certaines choses et de faire changer les choses surtout. Alors merci infiniment Marine et Bonnie d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour valoriser votre guide et ce sujet essentiel encore plus si vous écoutez cet épisode lors de sa sortie, la veille du 8 mars, journée des droits de la femme. Est-ce que ce livre est encore commandable après la clôture de la deuxième campagne de crowdfunding d'ailleurs, donc en mars 2023 ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on vient de terminer notre deuxième campagne, donc on est encore vraiment focalisé dessus. Après, les personnes qui seraient intéressées peuvent nous écrire et voilà, peut-être que ça pourrait s'envisager. Pour l'instant, voilà, on a déjà fait beaucoup de commandes récemment, donc on est très très contents. On remercie toutes les personnes qui ont contribué. Toutes les personnes qui ont contribué aussi bien financièrement que contributeurs au livre. Voilà, nous, notre prochaine actualité, là, c'est l'accueil de personnes pour les bénévoles, pour le bénévolat, puisque voilà, on a envie de continuer nos actions et donc on aimerait avoir des personnes qui sont intéressées par ces mêmes questions qui puissent nous seconder. Ok, très bien. Donc on mettra tous les liens et je mettrai à jour ces liens justement au fil de la sortie de l'épisode si vous voulez commander
commander cet ouvrage. Et moi, j'en mettrai un en concours à gagner, puisque j'ai participé à la campagne de crowdfunding, donc je vais me retrouver avec celui offert par l'association et mon exemplaire. Et donc, j'offrirai un des 2 exemplaires en concours sur Instagram, donc restez connectés. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices et chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. On continue à échanger sur ce thème et à libérer la parole sur nos réseaux sociaux respectifs, donc sur les comptes @fun-in-museum et bien sûr @asso-muse.e.s, et les liens sont en description de l'épisode. Partagez cet épisode, débattez, défendez. À très bientôt sur J'ai l'œil du tigre, et encore merci infiniment Bonnie et Marine. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.